banque de poche où l'on peut transférer, payer, assurer et épargner en quelques clics, une question demeure essentielle. Comprenons-nous réellement les services financiers que nous utilisons? L'inclusion financière ne se mesure pas uniquement au nombre de comptes ouverts, mais à la capacité des citoyens de faire des choix éclairés, à connaître leurs droits, leurs obligations et à éviter les mauvaises surprises. Banque, assurance, monétique, ces acteurs sont au cœur de notre quotidien économique. Mais quand survient un litige, une incompréhension ou un désaccord, un acteur direct mais essentiel entre en scène. Il s'agit du médiateur. Aujourd'hui, votre émission s'intéresse justement à l'éducation financière et inclusion, au rôle des assurances et des banques. Au rôle des assurances et des banques, quel est justement son rôle? Comment protège-t-il les consommateurs? Et surtout, comment l'éducation financière peut-elle transformer la sert au service financier en un véritable levier de développement? Aujourd'hui, on en parle dans votre émission autour de la table où nous sommes justement en direct pour les besoins de la 33e édition de la FIDAC sur notre plateau comme FM TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus. D'être l'invité de la radio comme FM TV. Merci d'être de votre présence. Monsieur Banda Diop, également, vous êtes médiateur des banques à l'Observatoire de la qualité des services financiers du Sénégal. Également, merci d'être ici présent. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, justement, comme je l'ai dit, nous allons parler de l'inclusion, de l'éducation et inclusion financière, rôle des assurances et des banques monétiques. Alors, l'inclusion financière, Monsieur Banda Diop, je vais commencer avec vous. Selon la BCE et la Banque mondiale, justement, près de 80% des adultes sénégalais ont accès au moins à un service financier. Est-ce qu'aujourd'hui, ce chiffre veut réellement dire que l'inclusion financière est aujourd'hui une réalité ou c'est encore partiellement? Voilà, merci beaucoup Madame Diong et merci de nous avoir donné l'opportunité aujourd'hui de pouvoir nous exprimer devant vos téléspectateurs et vos téléspectatrices. C'est un réel plaisir de venir en tout cas faire cet échange avec vous. Mais pour aller droit au but, l'inclusion financière effectivement est une réalité au Sénégal. Si on prend dans le domaine bancaire, dans le domaine des institutions de microfinance, des émetteurs de monnaie électronique, de la monétique tout court, on peut dire que c'est une réalité parce que l'inclusion financière d'abord, il faut connaître son origine. Son origine, c'est, on prend d'abord le taux de bancarisation sec qui tourne autour de 23% en 2023 ou 2024. En dehors de ce taux de bancarisation sec, il y a ce qu'on appelle le taux de bancarisation élargi qui aujourd'hui avoisine les 60%. Ça veut dire que le taux de bancarisation élargi, c'est le taux de bancarisation sec plus le taux d'utilisation, en tout cas, des institutions de microfinance. Parce que, comme vous le savez, au Sénégal, nous avons 33 institutions bancaires, 29 institutions à caractère bancaire, plutôt 29 institutions bancaires et 4 institutions à caractère bancaire. Pour les institutions de microfinance, nous en avons environ 300. Et il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle formule avec les émetteurs de monnaie électronique ou bien les services financiers numériques. Ça, vraiment, on en a une dizaine qui fonctionnent correctement. Et maintenant, le taux de bancarisation élargi, c'est le taux bancaire sec, plus maintenant, c'est ce qui fréquente les institutions de microfinance. Donc, si on additionne le taux de bancarisation sec plus le taux de bancarisation élargi, nous sommes environ à 60%. Ça veut dire qu'il y a 40% d'usagers qui utilisent justement les institutions de microfinance. Mais en dehors de cela, il y a maintenant la tranche qui vient avec les émetteurs de monnaie électronique ou bien les systèmes financiers numériques. Et c'est ce qui fait grimper le taux à 83%. Parce qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais en âge, en tout cas, de faire des opérations ou bien des transactions bancaires peuvent accéder soit à la banque, soit aux institutions de microfinance ou bien justement aux émetteurs de monnaie électronique. C'est pour cela qu'on dit que le taux d'usage des services financiers
est environ 83%. Et je confirme effectivement que le taux de l'inclusion financière est une réalité au Sénégal. Alors justement, que faites-vous justement des 60% des utilisateurs qui affirment encore ne pas être en mesure de maîtriser les notions de base comme les frais, les intérêts ou les garanties? Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que médiateur, comment justement vous voyez un peu l'éducation financière? Ça peut être un moyen faible? Une fois qu'on parle de frais, oui, d'agio, ou bien, en fait, ça, c'est carrément le volet commercial. Okay. Nous, on n'est pas compétent pour nous intégrer dans le volet commercial. C'est pour cela que l'Observatoire de la qualité des services financiers a été ingénieux de développer ce qu'on appelle le simulateur et le comparateur, qui sont vraiment des chantiers que nous sommes en train de développer et dont on va bientôt délivrer, qui signifie qu'un usager peut venir au niveau du simulateur, parce qu'on a un site web au niveau de l'Observatoire, et interroger le site pour connaître parmi les différentes banques, parmi les établissements à caractère bancaire, parmi les institutions de microfinance, quel est le taux, en tout cas, qu'utilise chaque banque pour pouvoir vraiment faire un choix, faciliter la prise de décision. Pour les agios, pour les frais, c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, ce que je dois dire, il ne faut pas que ces frais aux agios-là puissent être vraiment une violation des conditions, des 19 conditions bancaires. D'accord. Merci beaucoup, M. Banda Diop. Alors, M. Amadou Kane Diallo, vous êtes également médiateur des assurances à l'Observatoire de la qualité des services financiers. Au vu de tout ce que M. Banda Diop vient de dire, est-ce qu'aujourd'hui, quels sont justement les profils particuliers vulnérables face à la mauvaise compréhension justement des produits financiers que vous observez de votre niveau? Merci beaucoup. Je vous remercie. Donc, je remercie Trade et remercie tous ceux qui entendront notre voix ou bien, en fait, verront notre allocution. Avant de répondre à votre question, il est important de donner le cadre dans lequel les médiateurs interviennent. Au Sénégal, vers 2009, l'État s'est rendu compte que les systèmes financiers n'étaient pas bien utilisés, que ce soit les banques, les assurances, etc. Et que l'informel était très développé. Et cette manne financière que l'informel manipulait échappait, en tout cas, au contrôle de l'État, ou en tout cas à la connaissance de l'État. C'est ça qui a fait que l'État, avec la BCEAO, qui est le régulateur des banques, avec le ministère des Finances, via la direction des assurances, qui est le régulateur des compagnies d'assurance, ont décidé de mettre sur pied un observatoire de la qualité des services financiers pour que cet observatoire serve aux côtés des opérateurs financiers à assurer une qualité de service aux populations pour que celles-ci aient confiance et puissent confier leur argent soit dans les banques ou dans les assurances. C'est après que l'État va l'utiliser pour le financement de l'économie, une partie du financement de l'économie. En 2009, le décret 2009-95 a créé l'observatoire et a dit que en créant l'observatoire, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas seulement de surveiller les opérateurs financiers et les pousser à avoir une qualité de service rendue aux populations qui est une qualité intéressante. L'État s'est dit, malgré cela, il va y avoir aussi des litiges ou des différends ou des incompréhensions. Et l'État a dit, pour que les populations aient confiance à ce dispositif, l'État institue deux médiateurs. Un médiateur des banques, qui est Banda Diop aujourd'hui, et un médiateur des assurances que je suis aujourd'hui. Et ça, l'État l'a créé, l'a institué par des articles dans le décret 2009-95 et a complété ça par l'arrêté 2256 en fait, du 2 mars toujours 2009. Ce qui fait que les médiateurs interviennent quand il y a des litiges entre opérateurs financiers et utilisateurs de ces systèmes financiers de manière gratuite avec célérité. C'est ça qui explique que l'État maintenant, pour en fait jouer un peu à l'économie, a décidé de loger ces médiateurs au niveau de l'observatoire. Donc les médiateurs sont indépendants. Ils sont assujettis aussi à un certain nombre de règles de confidentialité, comme les magistrats du siège. Donc ils ne reçoivent d'ordre ni d'instruction de personne, pour que justement ces médiateurs aient la confiance des utilisateurs, pour que les utilisateurs des services financiers puissent les
saisir quand il y a des problèmes et éviter ce qu'on appelle la phase judiciaire. Parce que quand il y a un problème, tu peux aller au tribunal de commerce, tu peux aller au tribunal de grande instance, mais pour éviter cela, parce que ça fait que des perdants, bon, l'État a créé justement ce dispositif. Bon, maintenant, en observant les requêtes que nous recevons, ça nous permet de voir effectivement quelles sont les difficultés auxquelles se confrontent les gens qui freinent un peu le développement de l'inclusion financière. Il faut continuer à atteindre l'objectif de 100% d'inclusion financière. Bon, c'est pour cette raison que l'Observatoire de la qualité des services financiers fait de l'éducation financière pour irriguer la culture financière, pour que les gens puissent utiliser les banques, utiliser les assurances, parce que ça permet de préserver leur résilience face aux chocs, face aux problèmes que les gens rencontrent tous les jours. Alors justement, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec le taux assurantiel, parce qu'on sait quand même que le Sénégalais dispose d'une assurance formelle, malgré justement une exposition assez élevée, il y a encore très peu de Sénégalais qui sont assurés justement. Où est-ce qu'on en est avec ce taux? Absolument. Le taux d'assurance des Sénégalais est très faible. Même si le Sénégal se place en fait en deuxième position au niveau de notre espace UEMOA derrière la Côte d'Ivoire, mais il est encore très faible parce que le taux même assurantiel africain est lui-même très faible, de l'ordre de 2% comme ça. Donc c'est ça qui fait que le champ du développement des produits d'assurance est énorme. Et ça, c'est les compagnies qui devront pouvoir expliquer et faire des produits d'assurance adaptés, des produits d'assurance aussi accessibles rapidement pour que véritablement le maximum de Sénégalais puisse en tout cas être assuré. Parce que pourquoi l'assurance est fondamentale? Et on tombe maintenant dans ce qu'on appelle l'assurance inclusive. L'assurance est fondamentale parce que l'assurance, c'est pour que si quelque chose se passe et qui gêne ton développement commercial ou ton développement humain tout court, pour qu'il y ait quelque chose qui te permette de retrouver l'état ancien que tu avais quand il n'y avait pas ce problème. Parce qu'on peut faire l'objet d'un accident, on peut mourir, on peut avoir des difficultés, en tout cas, on peut avoir un bâtiment qui s'écroule. Donc s'il n'y a rien qui permet de t'indemniser, de t'aider à retrouver ton état intérieur, c'est l'État qui a des problèmes. Des personnes qui ont des revenus irréguliers. Les produits d'assurance, il y en a de toutes sortes, mais malheureusement inconnus. On ne connaît que l'assurance obligatoire, qui est l'assurance responsabilité civile. Et cette assurance-là, c'est parce que quand il y a un pépin qu'on crée à une autre personne, s'il n'y a personne qui règle ça, c'est l'État qui se retrouve être obligé de sauver en tout cas son citoyen. C'est pour cela que l'État a rendu obligatoire quelques assurances, dont l'assurance auto, pour que quand tu portes du tort à un tiers, que ton assurance se substitue à l'État pour vraiment régler ce problème-là. Mais il arrive souvent, par exemple, que des gens aussi fassent l'objet d'accidents, mais que le chauffeur s'enfuit ou bien, etc. Mais s'il y a des dommages corporels, l'État a créé ce qu'on appelle le fonds de garantie automobile, où il faudrait s'adresser à ce fonds de garantie automobile pour pouvoir bénéficier de cette assistance-là. Je reviendrai à votre question sur, en tout cas, la qualité des produits qui sont offerts. Mais il est essentiel que les gens comprennent que tous les dispositifs sont là pour permettre aux personnes d'être résilientes. C'est-à-dire, après un naufrage, ou après un problème, ou après un sinistre, c'est pour que la personne retrouve toute sa dignité et toute la compétence commerciale qu'il avait, etc. Et tout. Bon, c'est pourquoi ce qu'on demande, c'est quand il y a un sinistre, quand il y a un problème, il faut qu'il y ait un PV. Il faut tout faire pour que le PV, il ne faut pas dire « Baïna la yalla » ou des trucs comme ça. Il faut faire tout pour qu'il y ait un PV qui constate ce qui s'est passé. Et ça vous permet à vous d'avoir des statistiques à votre niveau, c'est bien? Absolument. Nous, s'il y a un PV qui est fourni dans le dossier, nous traitons ça gratuitement, avec célérité, et la personne va être indemnisée. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, toutes les requêtes qui nous arrivent, nous arrivons à les traiter à hauteur de 90%, voire 92%, c'est le cas pour la banque, et ça évite qu'on aille vers la phase judiciaire. Bon, les produits d'assurance, il y en a de toutes sortes, mais il faut que les personnes comprennent. L'assurance obligatoire voiture ne suffit pas, parce que nous ne couvre pas la personne qui prend ça. C'est plutôt une assurance pour que le tort posé à un tiers, que ce tort-là puisse être réparé par ton assurance.
Mais si toi-même tu veux t'assurer, il faut prendre de l'individuel. Donc il faudrait que les gens se rapprochent des compagnies d'assurance. Il faut que la Fédération des assurances aussi communique beaucoup plus pour montrer en fait tous les produits qui sont là. Mais de plus en plus, on va aller vers l'assurance inclusive pour créer des produits adaptés aux personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, vous voyez, moi j'ai été maire de Diouf, Banda a été maire de Padoua. Il y a beaucoup de choses qui se développent autour de la solidarité communautaire avec les calebasses, avec les tontines, et les assurances doivent aller pour sécuriser ça, pour créer des produits d'assurance qui permettent, si la personne décède ou si la personne disparaît, quand même que les autres ne puissent pas pâtir, en tout cas, de cette situation. Merci beaucoup, M. Diallo. Alors, je reviens justement à vous, à M. Banda Diop. Vous, en tant qu'assureur, médiateur des banques, dans les litiges que vous traitez, quel pas justement est lié à une mauvaise information du client dès le départ par rapport aux produits bancaires? Bon, merci beaucoup, Madame Jong. Je dois dire que, en fait, dans les litiges que nous accueillons, que nous abritons au niveau de l'Observatoire de la qualité des services financiers, il y a souvent les difficultés de remboursement de crédit. Ça, c'est un problème récurrent que nous retrouvons. Il y a les typologies comme le débit à tort. Ça aussi, ça revient régulièrement. Il y a ce qu'on appelle la mobilité bancaire, quitter une banque A pour aller vers une banque B, avec les différentes étapes, le certificat d'engagement, de non-engagement et l'attestation de clôture. Il y a aussi les contestations d'écriture. Parfois, tu peux à la fin du mois recevoir ton relevé bancaire et constater qu'il y a un taux d'agios assez élevé, ou bien, en tout cas, que tu contestes de toutes les façons. Et c'est un peu ça, ou bien même en fait, le capital d'essai. À l'issue vraiment d'un rappel à Dieu d'un conjoint, souvent, il y a ces difficultés-là. Mais ce qu'il faut dire de plus, c'est que le plus grand problème, le problème basique, c'est lié souvent à la qualité de l'information. Parce que déjà, aujourd'hui, le plaidoyer doit être porté, parce que comme vous le savez, nous, l'activité de la médiation est réglementée par le régulateur, à savoir la BCEAO, mais aussi c'est réglementé par l'État du Sénégal, qui vient aujourd'hui de produire, l'Assemblée nationale vient de produire 2 lois, la loi 2025-3 qui concerne les banques et la loi 2025-4 qui concerne les institutions de microfinance. En dehors de cela aussi, il y a une forte éclosion de ce qu'on appelle les émetteurs de monnaie électronique. Donc c'est pour vous dire que l'activité bancaire, la place de Dakar ou bien la place du Sénégal est vraiment très bien réglementée. Et le problème c'est que parfois c'est surtout l'information. Parce que la loi bancaire demande ou bien recommande fortement à toutes les institutions financières, aux institutions de microfinance, à tous les émetteurs de monnaie électronique, d'inscrire la clause de médiation même dans les documents précontractuels. C'est-à-dire qu'au moment d'ouvrir le compte, on demande aux banques vraiment de dire qu'en cas de litige, ils peuvent s'adresser à un médiateur, qu'un médiateur est mis à leur disposition. Parce que tantôt, comme le disait mon collaborateur ou homologue, M. Amadou Kandiallo, l'activité de médiation est réglementée au Sénégal. En dehors de la mise en place de l'Observatoire en 2009, il y a un arrêté sous-jacent 2256, l'arrêté 2256 du mois de mars 2009, qui vient loger la médiation au niveau de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Parce qu'en son temps, le législateur pensait déjà pouvoir, en tout cas, rationaliser les dépenses publiques. C'est pour cela que la médiation est logée au niveau de l'Observatoire de la qualité. Mais ça fait, en dehors de cet acte, la médiation est une activité libre. C'est-à-dire que le médiateur, comme il l'a dit, s'appuie sur des principes de confidentialité, des principes de célérité, mais surtout des principes de protection des données personnelles. Parce que si vous regardez par exemple les fiches de saisine, vous allez voir que en fait, il y a des renseignements qui relèvent vraiment des données personnelles.
Et ça, vraiment, ça demande une certaine confidentialité et une certaine responsabilité. Je ne vous interromps pas, M. Banda Diop, mais surtout au niveau des banques, il y a des litiges qui reviennent très souvent. Par exemple, le cas récurrent des GAB qui sont tout le temps en panne. Il y a également aussi le fait qu'en milieu du mois, souvent le week-end, en début du mois, au lieu qu'il y ait une caissière ou bien 2 ou 3 caissières, on se rend compte qu'il y a juste une caissière. Est-ce que ça peut faire aussi objet de litige pour que le client puisse justement porter cela à votre niveau? Tu sais, les banques sont dans un processus de digitalisation vraiment très avancé. Okay. C'est pour cela aujourd'hui, en fait, que tu vas constater que les personnes qui fréquentent les agences, en 2000 par exemple, cette tendance a connu une baisse. Tu verras beaucoup moins de personnes qui fréquentent aujourd'hui les agences pour se renseigner parce que la banque est à portée de main. La banque est digitalisée. Et aussi, il y a des efforts qui ont été faits dans la gestion des terminaux électroniques. Nous sortons aujourd'hui du premier salon de la monétique, où vraiment on a constaté qu'il y a des innovations digitales qui vraiment participent à même l'élimination des débits à tort. Maintenant, parfois, il peut arriver, effectivement, les recommandations que nous avons faites durant notre dernier rapport, c'est de demander aux institutions financières, aux banques, parce que les EMF n'ont pas le droit de donner des cartes bancaires, les banques qui sont habilitées à le faire, de penser un peu à alimenter ces terminaux-là, surtout durant les périodes où il y a vraiment une très forte demande sociale. Par exemple, les périodes où vraiment c'est la fin de l'année, ou bien c'est certaines fêtes communautaires, telles que Noël, à l'approche de Noël, ou bien la Tabaski, ou bien... C'est là où vraiment, parfois, on a des difficultés et je pense que les institutions financières sont en train de travailler sur cette base-là. Maintenant, effectivement, parfois, il y a quelques réclamations que suscitent les usagers, mais c'est plus lié au déficit d'information. Par exemple, les usagers reprochent souvent aux institutions financières de leur présenter des contrats avec de petits caractères. Exactement. Mais pour moi, tu n'es pas obligé, c'est instrument de signer. Tu peux aller requérir ou bien quérir les services d'un sachant, c'est-à-dire d'un juriste ou bien d'un conseiller, qui va te dire vraiment, voici les différentes clauses pour que tu puisses prendre connaissance de ces clauses-là avant de signer. Mais souvent, nos usagers ou bien nos concitoyens sont très, en tout cas, enclins à signer des conventions dont ils ne maîtrisent pas vraiment le contenu. C'est ça le gros souci que nous avons. Mais je pense que sur cet aspect-là, comme l'Observatoire est en train de développer un programme assez intéressant d'éducation financière qui est quasiment chiffré à 13 milliards ou bien 12 milliards et qui est dirigé conjointement par le ministère des Finances et le ministère de l'Éducation nationale, nous pensons que dans ces sessions d'éducation financière, nous aurons beaucoup plus à nous appuyer sur la connaissance, en tout cas de la réglementation et des règles qui gouvernent un peu le fonctionnement des institutions financières. Merci beaucoup M. Banda Diop. Alors, M. Alioune, M. Mamadou Kane Diallo, est-ce qu'aujourd'hui le médiateur est un pédagogue? C'est vrai que le camp du médiateur déjà, mais est-ce qu'aujourd'hui vraiment vous parvenez vraiment à réconcilier et le plaignant quand les deux vraiment viennent à votre table et que chacun compte sa position? Merci beaucoup. Bon, déjà pour dire que, comme Banda l'a dit, avant de signer quoi que ce soit un contrat d'assurance ou un contrat au niveau d'une banque, vous pouvez joindre l'Observatoire à travers le numéro vert. On va y revenir à la fin. 880 pour demander conseil au médiateur. Demandez. Donc, vous n'êtes même pas obligé de vous déplacer. Mais est-ce que les gens sont justement conscients de cela, qu'ils doivent appeler, un médiateur avant de signer un prêt bancaire, par exemple? Est-ce qu'ils en sont réellement conscients? Non, ils ne sont pas conscients de ça, mais je pense que c'est une attitude qu'il faut prendre. D'autant plus que c'est gratuit. Désormais. Le numéro vert est gratuit. La consultation chez le médiateur aussi est gratuite. Et c'est même un expert
attitré aussi de l'observatoire. Tout ça, c'est gratuit. C'est pourquoi que je le dis. Indépendamment de pouvoir se déplacer, comme Bandel l'a dit, demander à un sachant de vous informer. Parce que ça, c'est les informations précontractuelles. C'est obligatoire que la personne signe en connaissance de cause. Donc, il est demandé aux institutions de tout expliquer avant de faire signer. Ça, c'est vraiment une chose. Et votre question, c'était? Alors, aujourd'hui, c'est est-ce que réellement vous parvenez à concilier justement les deux personnes quand ils viennent et que chacun reste campé sur sa position? Oui, parce qu'on a beaucoup d'instruments. Le premier instrument qu'on a, quand on est saisi, on essaie de saisir l'autre personne qui est concernée. Il y a une partie qui nous saisit et on saisit l'autre partie. L'autre partie n'est pas obligée d'accepter parce que le médiateur n'a pas d'obligation de résultat. Okay. Le médiateur a une obligation de moyens, tente seulement de freiner un différend afin qu'il n'aille pas jusqu'à la phase judiciaire. Bon, donc le médiateur essaie par son entre-gens et sa diplomatie de convaincre l'autre personne que cette relation que vous aviez avec celui qui nous a saisi, cette relation, quand vous la contractiez, il n'y avait personne, c'est vous deux. Donc il faudrait tout faire pour la sauver. Bon. Normalement, des fois, ça peut se régler tout de suite. L'opérateur économique peut dire que bon, vous avez raison, donc je vais régler ça. Mais les opérateurs financiers aussi sont tenus par des règles prudentielles. Bon, et comme l'assurance aussi est extrêmement contrôlée par le CIMA. Donc c'est ça qui fait que ces opérateurs ne peuvent pas tout faire. Bon, en ce moment, nous, on se retourne vers le requérant pour lui expliquer aussi. Il se peut à cause de ça que le problème soit résolu. S'il n'est pas résolu, on les convoque à une réunion de médiation. Et ce qui est demandé aux médiateurs, c'est vraiment d'utiliser l'instrument empathie. Parce que vous avez, il y a l'empathie, il y a la sympathie, il y a l'antipathie et il y a l'apathie. L'apathie, c'est l'absence même de sentiments. La sympathie, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre. Parce que vous pouvez être sympathique au point de fausser le problème. Donc ce dont il s'agit, c'est de régler le différend jusqu'à ce que toutes les deux parties soient contentes. Afin que ça s'arrête là et qu'une des parties n'amène pas le dossier en justice. Parce que l'avis du médiateur ne vous lie pas. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez continuer à aller en justice. Okay. Mais pour éviter cela, il faudrait justement que cet avis-là soit un avis qui compte pour tout le monde. Donc la sympathie, c'est pas bien. L'apathie, c'est pas bien. L'antipathie, c'est pas bien. Mais il faut ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est pouvoir comprendre l'autre, même si vous ne partagez pas son point de vue. Donc c'est des instruments que nous utilisons. Et c'est ça qui fait que 92% des problèmes, on arrive à les résoudre. Et dans le secteur justement des assurances, quels sont les litiges qui reviennent souvent? Est-ce que par exemple un automobiliste qui a son permis, qui a pris une assurance pour son véhicule et que durant toute l'année n'a pas fait d'accident et qui souhaite justement avoir un bonus au niveau de son assurance mais qui ne l'a pas, est-ce que ça peut aussi faire l'objet justement d'un litige? Nous, on peut être saisi par tout litige financier. Maintenant, ce qu'il y a par rapport à ça, en général, quand vous avez un bon comportement, en général, si vous devez renouveler votre assurance, le prix va baisser. Parce qu'on tient compte de ça. Donc ça, comme il l'a dit, c'est les politiques commerciales. Est-ce que c'est automatique ou bien il faut une médiation? Non, pas forcément, pas de médiation, c'est normalement automatique. Et une compagnie qui ne fait pas ça va perdre des clients. Okay. C'est ça, parce que la politique commerciale, c'est du ressort, en tout cas des compagnies. Donc là, les médiateurs n'interviennent pas, mais c'est la politique commerciale qui te permet en fait de gagner des parts de marché. Donc je pense que ça, naturellement, bon, les compagnies le font. Maintenant, les litiges qui nous parviennent souvent, parce que l'assurance, c'est deux types. Il y a l'assurance IARD. C'est en fait ce qu'on appelle l'assurance auto, risques divers, etc. Incendie, accident et risques divers, c'est ça IARD. C'est différent de l'assurance vie. L'assurance vie, il y a souvent la rente éducation, l'assurance vie, il y a la retraite complémentaire, etc. Ce qui nous parvient par rapport à l'assurance vie, c'est le fait que souvent les gens ont mal compris le contrat qu'ils ont signé. Hein? Souvent ils s'attendent à des bénéfices, des bénéfices du contrat, etc. Alors que justement, il n'y a pas ça. Ou bien ils sont dans des assurances mixtes où tu payes une partie pour que, bon, si quelque chose intervient comme le décès,
quand même tes ayants droit vont quand même bénéficier de ton contrat d'assurance. Mais si ça n'intervient pas, ça tu le perds cette partie-là. Parce que c'est un service que tu payes. Les gens ne comprennent pas, ils pensent qu'on doit le rembourser. Ils ont cotisé plus, etc. Donc c'est ce genre de litige qui nous arrive sur l'aspect vie. Souvent c'est ça, c'est la participation aux bénéfices où il y a des discussions. On arrive en tout cas à traiter ça. Sur l'assurance IARD, souvent c'est les défauts de règlement. C'est-à-dire l'assurance est d'accord qu'elle doit payer, mais elle tarde à régler. Surtout ça. Passe du temps à ne pas régler. Alors que par exemple, pour ce qui est des dommages corporels, Cima exige que ça soit réglé très très rapidement. Parce que les gens ont besoin pour se soigner. Mais ça tarde, ça prend du temps. Mais de plus en plus... Qu'est-ce qui est à l'origine justement de cette lenteur? C'est des problèmes de trésorerie. C'est-à-dire qu'ils font un arbitrage. Parce que ce que vous payez comme prime, bon, ça ne suffit pas pour indemniser. Bon, en général, ils passent d'ailleurs par ce qu'on appelle un pool TPV ou une réassurance pour redistribuer la prime afin que quand il y a des sinistres, que les autres participent aussi à régler les sinistres. Mais ça prend du temps. Et en fait, c'était lié aussi à un retard d'informatisation. Parce qu'aujourd'hui, avec la digitalisation de la souscription, bon, il y avait beaucoup de pertes que les assurances connaissaient, qui pouvaient retarder aussi leur capacité financière à indemniser, mais tout ça, ça a disparu. Parce que simplement, aujourd'hui, l'assurance est instantanée. À partir de ton propre portable, tout de suite l'assurance. Avant, il y en a qui percevaient mais qui ne reversaient pas. Avant, il y en a qui donnaient de fausses attestations. Tout ça, ça a disparu. On est dans une seconde phase maintenant au niveau des compagnies d'assurance, qui est en fait d'informatiser la gestion des sinistres. Parce que là, la gestion de la souscription, c'est réglé. C'est réglé. Maintenant, la gestion des sinistres. C'est pourquoi ce genre de problème nous arrive souvent que les compagnies prennent du temps à régler. Il y a même une étude qui va être lancée pour voir justement combien ça impacte négativement sur les compagnies d'assurance, c'est-à-dire les retards de règlement. Bon, il y a ça. Donc, c'est ce genre de problème qui nous arrive. Nous arrivons en nous déplaçant vers les compagnies, nous arrivons en les rassemblant les régleurs de sinistres de temps en temps, vraiment les sensibiliser. Et aujourd'hui, il y a de vraies avancées. Premièrement, en 2020, on avait demandé aux compagnies d'aller vers la compense assurantielle. Parce que quand il y a un phénomène qui se passe, un litige, ça met en jeu deux assurances. Il y en a une qui doit payer, il y en a une qui assiste l'autre pour que l'autre paye. Ce qu'on appelle les recours intercompagnies. Et heureusement, la fédération a institué ce qu'on appelle les échanges de chèques entre les compagnies. Et cet échange de chèques a permis de régler beaucoup de choses. Quand il s'agit d'un produit qui s'appelle avance sur recours, la compagnie d'assurance doit tout de suite indemniser. Et quand il s'agit d'un produit qui s'appelle la défense sur recours, il faut que l'autre compagnie indemnise d'abord avant que ta compagnie t'indemnise. Ça prend du temps et c'est pourquoi aussi on intervient là-dessus et on souhaite que les compagnies aillent plus loin que ça. Bon, c'est pour cette raison que nous pensons cette année, en 2026, organiser les assises de la médiation. De façon générale, pour qu'on fasse le point et qu'on puisse voir vers où il faut avancer, etc. Alors justement, merci beaucoup. Monsieur Banda Diop, alors vers où est-ce qu'il faut avancer malgré vos efforts, malgré le fait, comment dirais-je, que chaque année vous faites des milliers justement de campagnes de sensibilisation, le rôle du médiateur est encore très peu connu, alors que grâce à vous, des milliers de litiges peuvent vraiment être réglés de manière à l'amiable. Tout à fait. Bon, d'abord, avant de pouvoir répondre à cette question-là, vous allez me permettre un moment de m'adresser aux téléspectateurs et téléspectatrices de Trade FM pour leur dire que c'est très simple pour contacter son médiateur. Tu peux le faire par le numéro vert, le 800 880 880, ça c'est tout le monde, et puis c'est un numéro vert, tu peux appeler et ne pas délier. C'est-à-dire que c'est le 800 880 880. En dehors de cela, l'Observatoire de la qualité des services financiers a un site web. Dans ce site, tu peux venir avoir toutes les informations sur l'Observatoire, sur les médiateurs, mais surtout disposer de la fiche de saisine qui te permet de contacter le médiateur. En dehors de cet environnement-là, nous avons aussi des comptes dans les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Tout ça. Est-ce que ces comptes-là sont oui, c'est interactif. Sur toutes les plateformes. Et mis à jour régulièrement? Oui, ce sont des plateformes interactives, mais aussi
aujourd'hui, nous sommes en train même d'aller plus. Nous sommes en train de développer une solution web qui va permettre à l'usager, de là où il est, à partir de son smartphone, de pouvoir contacter l'Observatoire de la qualité des services financiers. Donc ça, c'est des améliorations que nous sommes en train de faire. Malheureusement, nous constatons effectivement que la mission et les rôles du médiateur, ou bien l'existence même du dispositif, est parfois méconnue du grand public. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons invité, en tout cas, tout l'écosystème, à savoir l'association professionnelle des établissements financiers, l'association professionnelle des institutions de microfinance, les consommateurs, de travailler à ce que vraiment la recommandation forte de la BCEAO depuis 2020 puisse être mise en tout cas en pratique. C'est-à-dire dès l'ouverture, dès la convention d'ouverture de compte, que l'usager puisse savoir dans les documents contractuels, puisse prendre connaissance qu'une fois qu'il y a un problème, il peut se rapprocher du médiateur. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément aussi, c'est que nous avons un volet que nous, en fait, que nous développons, c'est-à-dire c'est les réunions publiques d'information. Aujourd'hui, par exemple, en 2024, nous avons vraiment fait beaucoup de réunions publiques d'information financées par l'Union européenne à travers le cabinet Grant Thornton, ce qui nous a permis de toucher vraiment une très grande cible au niveau de toutes les capitales régionales du Sénégal. Et malheureusement, en 2025, nous n'avons pas poursuivi ces réunions, en tout cas publiques d'information, pour défaut peut-être de ressources financières, parce que nous savons aujourd'hui qu'au Sénégal, actuellement, il y a vraiment des difficultés financières qui ont rattrapé un peu le fonctionnement des institutions. Et malheureusement, l'Observatoire ne peut pas aller en reste. C'est pour cela qu'en 2025, plutôt, l'activité a été mise à faire le plaidoyer, par exemple, auprès de la coordination des journalistes économiques, le COGES. Nous avons tenu, et comme nous avons tenu une rencontre avec le COGES pour partager sur les éléments des rapports de médiation pour 2024. Et pour moi, c'est un prétexte vraiment de les remercier pour leur contribution. Nous avons aussi fait cette activité, cet exercice-là avec les consommateurs, mais nous pensons que seuls les RPI permettent vraiment de faire un maillage correct du territoire sénégalais. Maintenant aussi, nous sommes en train de travailler sur d'autres perspectives. C'est-à-dire que nous savons que l'Observatoire de la qualité des services financiers est un service de l'État qui est domicilié au niveau du cabinet du ministre des Finances et du Budget. Donc, qui est un service central, mais qui n'a pas encore d'antenne au niveau de chaque région. Nous avons développé aujourd'hui, redémarré notre collaboration avec les chambres de commerce et d'industrie. Nous avons récemment tenu une réunion avec toutes les chambres de commerce et d'industrie du Sénégal. Et nous sommes en train de relancer les conventions cadres qui nous lient pour qu'aujourd'hui, tous les usagers au niveau de là où vous vous trouvez, dans quelle capitale régionale vous vous trouvez, que vous puissiez, si vous avez une difficulté ou bien si vous voulez avoir un renseignement, de vous rapprocher de la chambre de commerce et d'industrie qui est fréquentée par les petites et moyennes entreprises, par les toutes petites entreprises et même par les usagers qui sont dans le domaine de l'activité formelle ou informelle. Alors, malgré tout cela, comment expliquer justement que le médiateur soit encore très peu connu? Oui, que le rôle soit malheureusement, le médiateur est très peu connu parce que nous n'avons pas encore développé, en tout cas, une stratégie de communication soutenue qui permet vraiment, par exemple, d'assaillir les rédactions, en tout cas de la presse, de pouvoir communiquer régulièrement parce que c'est un travail qui demande beaucoup de communication et pour ça, nous ne restons pas en reste. Nous pensons qu'en 2026, effectivement, les campagnes de sensibilisation et les réunions publiques d'information vont démarrer. En tout cas, nous sommes nous pensons que ça va se passer parce que comme il y a le programme d'éducation financière qui est déjà démarré, nous pensons que vraiment ce sera un bon prétexte. Nous pensons que ce sera un bon prétexte de redémarrer ces réunions publiques d'information. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Amadou Kandjalo, est-ce que vous pensez actuellement qu'il serait peut-être temps d'institutionnaliser, de faire, comment dirais-je, une semaine ou bien un mois par mois, un mois de campagne nationale d'éducation financière
en incluant directement le médiateur des assurances et des banques pour vraiment montrer un peu votre travail et ce que vous faites? Je pense que c'est extrêmement important. Et vous avez absolument raison. Il faut de plus en plus qu'on puisse inclure dans ces campagnes de sensibilisation, d'éducation financière ou d'inclusion financière, en tout cas tout ce qui touche à ces aspects-là, il faut inclure les médiateurs. Parce que c'est eux qui sont réceptacles, en tout cas des complaintes des populations. Et justement, si en 2009 on a créé l'OQSF, on a institué les médiateurs, c'est justement pour que la confiance entre les populations et les systèmes financiers soit établie ou rétablie. Mais c'est pour cette raison que nous avons décidé, et le Conseil aussi a accepté, le secrétariat exécutif aussi, d'organiser en 2026 les grandes assises, en tout cas de la médiation. Donc ce sera un grand moment de communication, parce que la médiation est fondamentale pour justement, en fait, vraiment rétablir la communication entre les bénéficiaires ou utilisateurs des services financiers et les services financiers, les opérateurs financiers. C'est fondamental. C'est fondamental dans toute société. Et je vais lancer un appel à toutes les personnes qui sont victimes d'accidents, qu'elles aient une assurance ou pas, de saisir les médiateurs des assurances. Parce que 880 ou en se déplaçant, ou en utilisant le oqsf.sn. C'est ça le site. C'est www.oqsf.sn. Bon, dès que vous appelez à l'OQSF, on vous prend en charge. Il y a beaucoup d'accidentés qui partent comme ça. Alors qu'on doit les soigner, on doit réparer les dommages, qu'il y ait une assurance ou pas. S'il y a une assurance, c'est la compagnie d'assurance qui prend en charge. S'il n'y a pas d'assurance et qu'il y a du corporel, on ne parle pas de dommages matériels, c'est le fonds de garantie qui intervient. Bon, il y a d'autres mécanismes. Si donc vous venez voir le médiateur, vous ne perdez rien. Vous ne payez rien et si on doit vous assister, on vous indiquera comme il le faut. Bon. L'autre élément aussi, c'est de remercier les courtiers, les sociétés de courtage. Parce que les principaux collaborateurs du médiateur des assurances, c'est les sociétés de courtage. Donc quand vous avez des problèmes aussi, retournez à la société de courtage qui vous a vendu une assurance, parce que c'est son rôle d'assister les assurés. C'est son rôle, ce n'est pas la société qui va régler les problèmes, mais c'est son rôle de vous indiquer où aller, etc. Si tout cela vous pose problème et que vous n'arrivez pas à avoir une satisfaction, bon, allez à la direction des assurances qui va vous rediriger vers les médiateurs. Donc je pense qu'il y a tout un ensemble de dispositifs quand même qui interviennent et qu'il faudrait qu'on utilise l'assurance. Je termine en disant que l'assurance, c'est quelque chose de fondamental. Mais les gens ne comprennent pas. Et souvent, ils croient que l'assurance, là, c'est des gens qui prennent l'argent, qui sont passés. Ce n'est pas ça. L'assurance est très surveillée, mais c'est fondamental. Mais dans la communauté. Mais comment rendre justement, excusez-moi, je ne vous interromps pas, comment rendre justement le processus de remboursement assez plus souple? Peut-être que si cela se fait, les gens auront plus confiance à l'assurance. Absolument. On est en train de travailler là-dessus. La fédération, je remercie la présidente, Mme Touré, avec son groupe qui fait un excellent travail. Les gens sont en train de travailler là-dessus parce que pour que l'assurance puisse rattraper la Côte d'Ivoire, l'assurance sénégalaise, il faut que justement que beaucoup de qualités puissent venir aujourd'hui être instaurées au niveau de la démarche des compagnies d'assurance. Et c'est en cela que j'ai dit que ça avance. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne sent pas, mais l'image que l'assurance avait avant, elle ne l'a plus. La preuve, en fait, son chiffre d'affaires est monté en flèche. Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes qui faisaient que l'assurance n'allait pas se développer. Mais moi, je suis sur le principe de l'assurance. Dans nos vies communautaires, quand il y a un problème, un baptême, quand il y a un décès, les gens se cotisent pour aider la famille qui a le problème. Mais justement, c'est ça le rôle de l'assurance. L'assurance, tu cotises, tout le monde cotise, mais tout le monde n'aura pas de pépin en même temps. Donc quand quelqu'un a un pépin, l'assurance prend l'argent et réussit. Donc il faut qu'on aille vers ça, cette culture assurantielle. Et c'est fondamental, c'est un travail que la fédération doit mener, tous assumer. Parce que si on arrive à assurer le maximum de Sénégalais, il y aura moins de problèmes.
Parce que les personnes seront résilientes, l'économie va se développer. L'économie, et puis comme on parle de souverainisme, c'est fondamental. C'est fondamental qu'on utilise l'assurance inclusive pour véritablement en fait, rendre les populations résilientes grâce à l'assurance. Alors justement, pour les cas justement des incendies dans les marchés, pour le commerce informel, chaque année, on peut constater au moins 2 à 3, voire 10 même incendies dans les marchés. Et c'est des gens qui perdent tout, leurs biens, et qui ne sont pas assurés. Qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes? Mais justement, il y a une étude qui est en train d'être menée à l'OPSF avec la direction des assurances et la Fédération des sociétés d'assurance du Sénégal, pour vraiment voir la réalité des incendies de marché et quels produits d'assurance leur proposer qui soient adaptables, qui soient adaptés, qui soient aussi accessibles, en tout cas à ce secteur informel-là. Ça avance et justement c'est pour arriver à un type de produit qui, s'il est bien calibré, les compagnies, les commerçants vont venir en tout cas s'assurer pour que si demain il y a des incendies, que les compagnies puissent prendre ça en charge. On est exactement là-dessus. Mais c'est ça qu'il faut. Il faudrait que dans toutes les niches où les gens ne sont pas résilients, parce que des fois, à cause d'un incendie, c'est toute une vie qui est partie. Avant, c'était l'incendie dans les maisons, donc l'argent qu'on gardait sous le matelas est parti. Mais on ne fait plus ça. Maintenant, il y a même dans les mobile money là, ou dans les portables là, il y a des coffres, tu mets l'argent, tu gardes là-bas, etc. Il y a beaucoup d'éléments maintenant qu'on met en œuvre pour éviter que l'argent, le fiduciaire, d'ailleurs soit assez développé, parce que ça coûte de l'argent, le papier, et qu'on développe en tout cas la monnaie non fiduciaire, la monnaie électronique, etc. Et il y a un ensemble de choses qui se font, et il faut simplement qu'on informe les gens, qu'on fasse tout pour que l'accessibilité de ces matériels-là soit une réalité, que les portables ne coûtent pas cher, que les applications soient là. Il y a énormément de choses qu'on développe, mais il faut une synergie globale, il faut beaucoup de communication et vous avez un rôle important à jouer là-dessus. Et je pense que c'est ça qui reste. Il reste à avoir une politique de communication robuste, une stratégie de communication vraiment permanente pour que les gens sachent ce qu'il y a comme disponibilité pour éviter que demain, si quelque chose leur arrive, que les personnes soient obligées de baisser les bras parce que découragées, parce que justement tout est parti. On fumait, tout s'est effondré. Il y a les inondations, il y a beaucoup de choses qui ouvrent des perspectives. Je pense que Banda Diop en parlera. Et nous, les médiateurs, ces niches-là, on les voit à travers les requêtes qui nous parviennent. Merci beaucoup Monsieur Amadou Kane Diallo. Alors Monsieur Banda Diop, aujourd'hui, quelles sont vraiment les perspectives qui s'ouvrent aux médiateurs des banques? Parce qu'on voit que dans le monde rural, les personnes ont plus de comptes mobile money que de comptes. Je n'ai pas bien... Alors je disais qu'en fait dans le monde rural, on voit que des personnes ont plus de comptes mobile money que de comptes bancaires. Oui, en fait, ça c'est une grande avancée de la technologie, de la digitalisation. Aujourd'hui, nous pensons aussi que en termes de perspective, ça renforce ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité même des usagers. Par contre, c'est un problème qui a c'est une avancée qui peut englober des inconvénients. Parce que c'est la précaution qu'il faut prendre. Même si effectivement le taux d'utilisation des services financiers est très avancé, la précaution qu'il faut prendre, c'est de conseiller aux usagers de ne pas communiquer leurs données personnelles, d'essayer vraiment de pouvoir utiliser convenablement ces outils-là. Parce qu'on voit beaucoup d'arnaques, malgré qu'il y a vraiment un essor, en tout cas de la technologie, il y a des arnaques et c'est pour cela, c'est ça le rôle en tout cas de l'éducation financière qui va nous permettre aujourd'hui de pouvoir sensibiliser sur les risques liés à l'utilisation de ces mobile money, à l'utilisation aussi en tout cas des informations, des données personnelles au niveau de ce... Très rapidement, malheureusement nous sommes au thème de cette émission. Monsieur Banda Diop, votre mot de la fin et rappelez également le numéro vert de l'OQSF. Voilà, le numéro vert de l'OQSF c'est le 800 880 880. Oui. Mon mot en fait de revoir, c'est vraiment vous remercier d'abord pour l'invitation.
mais aussi vous dire que tout simplement que nous sommes à la disposition de tout l'écosystème financier. Une fois qu'un usager a des problèmes au niveau de la banque ou des assurances, il peut faire appel à un médiateur qui va travailler gratuitement à régler son problème, parce que nous utilisons ce qu'on appelle les méthodes alternatives de règlement de conflits. Nous sommes en dehors des émotions, en dehors des problèmes contingents. Nous nous basons exclusivement sur la déontologie et sur la morale pour pouvoir régler le problème. Merci beaucoup, M. Amadou Kane Diallo. Votre mot de la fin et rappelez également le numéro vert de l'OQSF. Le numéro vert, c'est le 800 880 880. Le mot de la fin, c'est remercier aussi les forces de défense et de sécurité. Parce qu'on ne peut pas traiter un dossier s'il n'y a pas un PV bien écrit. Donc nous souhaitons que les forces de défense continuent de faire ce travail, les huissiers aussi, et que dans les PV d'accidents, d'incidents, que dans ces PV, que ces forces fassent tout pour que les copies d'assurance figurent, parce que sinon ça nous bloque énormément. Bon, sinon c'est de dire, bon, vraiment merci à l'OQSF, merci à tous ceux qui nous écoutent, et leur dire que bon, nous allons travailler dans le cadre des assises de la médiation, et Inch'Allah Rabbi, ce sera un grand moment de communication. En tout cas, merci à vous deux, Monsieur Amadou Kane Diallo, médiateur des assurances à l'OQSF, merci également à Monsieur Banda Diop, médiateur des banques à l'OQSF, médiateur des assurances à l'OQSF. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de votre émission autour de la table et spécialement pour ce numéro, on était aussi 16 justement pour les besoins de la 33e édition de la FIDAC sur ce beau plateau comme FM, Radiovision et comme TV Business. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain avec d'autres invités et prenez soin de vous. Merci.